Section 100. Quatrième partie de l'histoire de Ganem des Mille et une nuits, tome 2e, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Lettre du calife Haroun al-Rachid à Mohammed Zinebi, roi de Syrie. Mon cousin, cette lettre est pour vous apprendre qu'un marchand de Damas nommé Ganem, fils d'Abou Ayoub, a séduit la plus aimable de mes esclaves, nommée Tourmente, et qu'il a pris la fuite. Mon intention est qu'après ma lettre reçue, vous fassiez chercher et saisir Ganem. Dès qu'il sera en votre puissance, vous le ferez charger de chaînes, et pendant 3 jours consécutifs, vous lui ferez donner 50 coups de nerfs de bœuf. Qu'il soit conduit ensuite par tous les quartiers de la ville, avec un crieur qui crie devant lui: voilà le plus léger des châtiments que le commandeur des croyants fait souffrir à celui qui offense son Seigneur et séduit une de ses esclaves. Après cela, vous me l'enverrez sous bonne garde. Ce n'est pas tout. Je veux que vous mettiez sa maison au pillage, et quand vous l'aurez fait raser, ordonnez que l'on en transporte les matériaux hors de la ville, au milieu de la campagne. Outre cela, s'il a père, mère, sœurs, femmes, filles et autres parents, faites-les dépouiller, et quand ils seront nus, donnez-les en spectacle 3 jours de suite à toute la ville, avec défense, sous peine de la vie, de leur donner retraite. J'espère que vous n'apporterez aucun retardement à l'exécution de ce que je vous recommande. Haroun al-Rachid. Le calife, après avoir écrit cette lettre, en chargea un courrier lui ordonnant de faire diligence et de porter avec lui des pigeons afin d'être plus promptement informé de ce qu'aurait fait Mohammed Zinebi. Les pigeons de Bagdad ont cela de particulier qu'en quelques lieues éloignés qu'on les porte, ils reviennent à Bagdad dès qu'on les a lâchés, surtout lorsqu'ils ont des petits. On leur attache sous l'aile un billet roulé, et par ce moyen, on a bientôt des nouvelles des lieux d'où l'on en veut avoir. Le courrier du calife marcha jour et nuit pour s'accommoder à l'impatience de son maître, et, en arrivant à Damas, il alla droit au palais du roi Zinebi, qui s'assit sur son trône pour recevoir la lettre du calife. Le courrier l'ayant présenté, Mohammed la prit, et, reconnaissant l'écriture, il se leva avec respect, baisa la lettre et la mit sur sa tête, pour marquer qu'il était prêt à exécuter avec soumission les ordres qu'elle pouvait contenir. Il l'ouvrit, et sitôt qu'il l'eut lu, il descendit de son trône et monta sans délai à cheval avec les principaux officiers de sa maison. Il fit aussi avertir le juge de police qui le vint trouver, et, suivi de tous les soldats de sa garde, il se rendit à la maison de Ganem. Depuis que ce jeune marchand était parti de Damas, sa mère n'en avait reçu aucune lettre. Cependant, les autres marchands, avec qui il avait entrepris le voyage de Bagdad, étaient de retour. Ils lui dirent tous qu'ils avaient laissé son fils en parfaite santé, mais comme il ne revenait point et qu'il négligeait lui-même de donner de ses nouvelles, il n'en fallut pas davantage pour faire croire à cette tendre mère qu'il était mort. Elle se le persuada si bien qu'elle en prit le deuil. Elle pleura Ganem comme si elle l'eût vu mourir, et qu'elle lui eût elle-même fermé les yeux. Jamais mère ne montra tant de douleur, et loin de chercher à se consoler, elle prenait plaisir à nourrir son affliction. Elle fit bâtir, au milieu de la cour de sa maison, un dôme sous lequel elle mit une figure qui représentait son fils, et qu'elle couvrit elle-même de drap noir. Elle passait presque les jours et les nuits à pleurer sous ce dôme, de même que si le corps de son fils eût été enterré là. Et la belle Force des cœurs, sa fille, lui tenait compagnie, et mêlait ses pleurs avec les siens. Il y avait déjà du temps qu'elle s'occupait ainsi à s'affliger, et que le voisinage, qui entendait leurs cris et leurs lamentations, plaignait des parents si tendres, lorsque le roi Mohammed Zinebi vint frapper à la porte, et une esclave du logis lui ayant ouvert, il entra brusquement, en demandant où était Ganem, fils d'Abou Ayoub. Quoique l'esclave n'eût jamais vu le roi Zinebi, elle jugea néanmoins à sa suite qu'il devait être un des principaux officiers de Damas. « Seigneur, lui répondit-elle, ce Ganem que vous cherchez est mort. Ma maîtresse, sa mère, est dans le tombeau que vous voyez, où elle pleure actuellement sa perte. » Le roi, sans s'arrêter au rapport de l'esclave, fit faire par ses gardes une exacte perquisition de Ganem dans tous les endroits de la maison. Ensuite, il s'avança vers le tombeau,
où il vit la mère et la fille assises sur une simple natte, auprès de la figure qui représentait Ganem, et leurs visages lui parurent baignés de larmes. Ces pauvres femmes se couvrirent de leurs voiles aussitôt qu'elles aperçurent un homme à la porte du dôme. Mais la mère, qui reconnut le roi de Damas, se leva et courut se prosterner à ses pieds. Ma bonne dame, lui dit ce prince, je cherchais votre fils Ganem. Est-il ici? Ah, sire, s'écria-t-elle, il y a longtemps qu'il n'est plus. Plût à Dieu que je l'eusse au moins enseveli de mes propres mains et que j'eusse la consolation d'avoir ses os dans ce tombeau. Ah, mon fils, mon cher fils. Elle voulut continuer, mais elle fut saisie d'une si vive douleur qu'elle n'en eut pas la force. Zinebi en fut touché. C'était un prince d'un naturel fort doux et très compatissant aux peines des malheureux. Si Ganem est seul coupable, disait-il en lui-même, pourquoi punir la mère et la sœur qui sont innocentes? Ah, cruel Haroun al-Rachid, à quelle mortification me réduis-tu en me faisant ministre de ta vengeance, en m'obligeant à persécuter les personnes qui ne t'ont point offensé? Les gardes que le roi avait chargés de chercher Ganem lui vinrent dire qu'ils avaient fait une recherche inutile. Il en demeura très persuadé. Les pleurs de ces deux femmes ne lui permirent pas d'en douter. Il était au désespoir de se voir dans la nécessité d'exécuter les ordres du calife, mais de quelque pitié qu'il se sentît saisir, il n'osait se résoudre à tromper le ressentiment du calife. Ma bonne dame, dit-il à la mère de Ganem, sortez de ce tombeau, vous et votre fille, vous n'y seriez pas en sûreté. Elles sortirent, et en même temps, pour les mettre hors d'insulte, il ôta sa robe de dessus, qui était fort ample, et les couvrit toutes deux, en leur recommandant de ne pas s'éloigner de lui. Cela fait, il ordonna de laisser rentrer la populace pour commencer le pillage, qui se fit avec une extrême avidité, et avec des cris dont la mère et la sœur de Ganem furent d'autant plus épouvantées qu'elles en ignoraient la cause. On emporta les plus précieux meubles, des coffres pleins de richesses, des tapis de Perse et des Indes, des coussins garnis d'étoffes d'or et d'argent, des porcelaines. Enfin, on enleva tout. On ne laissa de la maison que les murs, et ce fut un spectacle bien affligeant pour ces malheureuses dames de voir piller tous leurs biens sans savoir pourquoi on les traitait si cruellement. Mohammed, après le pillage de la maison, donna ordre au juge de police de la faire raser avec le tombeau, et pendant qu'on y travaillait, il emmena dans son palais Force des Cœurs et sa mère. Ce fut là qu'il redoubla leur affliction en leur déclarant les volontés du calife. Il veut, leur dit-il, que je vous fasse dépouiller, et que je vous expose toute nue aux yeux du peuple pendant 3 jours. C'est avec une extrême répugnance que je fais exécuter cet ordre cruel et plein d'ignominie. Le roi prononça ces paroles d'un air qui faisait connaître qu'il était effectivement pénétré de douleur et de compassion. Quoique la crainte d'être détrôné l'empêchât de suivre les mouvements de sa pitié, il ne laissa pas d'adoucir en quelque façon la rigueur des ordres d'Haroun al-Rachid, en faisant faire pour la mère de Ganem et pour Force des Cœurs de grosses chemises sans manches d'un gros tissu de crin de cheval. Le lendemain, ces deux victimes de la colère du calife furent dépouillées de leurs habits et revêtues de leurs chemises de crin. On leur ôta aussi leur coiffure, de sorte que leurs cheveux épars flottaient sur leurs épaules. Force des Cœurs les avait du plus beau blond du monde, et ils tombaient jusqu'à terre. Ce fut dans cet état qu'on les fit voir au peuple. Le juge de police, suivi de ses gens, les accompagnait, et on les promena par toute la ville. Elles étaient précédées d'un crieur qui, de temps en temps, disait à haute voix: tel est le châtiment de ceux qui se sont attiré l'indignation du commandeur des croyants. Pendant qu'elles marchaient ainsi dans les rues de Damas, les bras et les pieds nus, couvertes d'un si étrange habillement, et tâchant de cacher leur confusion sous leurs cheveux dont elles se couvraient le visage, tout le peuple fondait en larmes. Les dames surtout, les regardant comme innocentes, au travers des jalousies, et touchées principalement de la jeunesse et de la beauté de Force des Cœurs, faisaient retentir dans l'air des cris effroyables à mesure qu'elles passaient sous leurs fenêtres. Les enfants même, effrayés par ces cris et par le spectacle qui les causait, mêlaient leurs pleurs à cette désolation générale et y ajoutaient une nouvelle horreur. Enfin, quand les ennemis de l'État auraient été dans la ville de Damas et qu'ils y auraient tout mis à feu et à sang, on n'y aurait pas vu